Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, la campagne électorale bat son plein. À quelques semaines de la présidentielle, le président sortant, candidat à sa propre succession, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, promet de poursuivre ses réformes de développement. Comment renforcer le leadership féminin et favoriser l'autonomisation des femmes? La CEDEAO lance un centre pour le développement du genre à Abidjan destiné aux femmes. Et puis, en fin de journal, nous recevons l'artiste Mariuska, la slameuse, directrice du Festival international Slam Move en tournée internationale. Elle vient nous présenter son dernier album Ilimbi. Elle est l'invitée de cette édition. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre sénégalais, candidat déchu de la dernière présidentielle Amadou Ba, est sorti de son silence. Il a annoncé le lancement d'un mouvement d'opposition. L'ancien dauphin du président Macky Sall explique à travers une tribune qu'il souhaite, je cite, une opposition démocratique et républicaine. Il invite tous les Sénégalais du continent et de la diaspora à le rejoindre. Il prône une rupture avec l'ancien président de l'Alliance pour la République, APR, ainsi qu'avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Poursuivre les réformes de développement économique entamées ces 5 dernières années pour la Mauritanie, c'est l'ambition du président sortant, candidat à sa propre succession, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. À une semaine de la présidentielle, l'ancien président promet de revoir le portefeuille d'investissement pour la wilaya de Brakna qui s'est levé à 77 milliards de dollars. Les explications de Samantha Sabero-Sabomanga. Le président sortant candidat à sa succession, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a passé en revue lors d'un meeting jeudi 20 juin 2024 dans la ville d'Alec le portefeuille d'investissement orienté vers la wilaya du Brakna durant son premier mandat qui s'est élevé à 77 milliards et 400 millions d'anciennes ouguiyas. Le candidat souhaite poursuivre les réformes et les projets entrepris durant son premier mandat. Le président sortant a dû relever de nombreux défis. Aujourd'hui, la Mauritanie affiche un taux de croissance de plus 6%. L'économie, la machine économique a pu être remise en ordre. Il y a le domaine sécuritaire sur lequel le président a beaucoup travaillé. On connaît aujourd'hui la situation dans le Sahel avec les djihadistes et un foyer de déstabilisation que représente le Mali. Dans le domaine social, il a mis en place des programmes très ambitieux de couverture maladie universelle. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a indiqué qu'il entreprendra des réformes fortes pour créer les conditions nécessaires à l'autonomisation des jeunes et renforcer leur rôle dans le développement économique du pays en créant des opportunités d'emploi, en luttant rigoureusement et sans compromis contre la corruption et en lançant une révolution agricole. Notons que ces réformes seront mises en œuvre tout en assurant le suivi et l'accélération de certains axes du programme du premier mandat, tels que l'apaisement politique et la concertation, le renforcement de la sécurité et la stabilité qui est une priorité, et l'axe relatif aux interventions sociales, outre le suivi de la mise en œuvre du projet de l'école républicaine. Pour son prochain mandat, il devra donner des gages d'une meilleure gestion de la liberté d'expression dans son pays. Mais dans le domaine économique, surtout, il est attendu par les jeunes. Les jeunes quittent en masse la Mauritanie pour chercher ailleurs la prospérité qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. Et il va falloir qu'ils puissent développer un tissu de PME et de PMI dans tous les secteurs. Plus de 1,9 million d'électeurs sont appelés aux urnes le 29 juin 2024 pour élire le futur président de la Mauritanie. Un second tour est prévu le 13 juillet 2024, le cas échéant selon la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette élection, le président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani fera face à 6 candidats de l'opposition qui prônent tous le changement. 36 pays africains dont la Côte d'Ivoire se sont lancés dans la mise en œuvre d'un programme de production alimentaire d'urgence afin d'assurer un suivi des activités. Du matériel a été remis au service de l'administration agricole. 31 véhicules et 191
motos ont été mises à disposition pour la performance des opérations sur le terrain. Marie-Roger Okwa. En Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme de production alimentaire d'urgence (DEPO) pour faire face à la crise alimentaire et aux perturbations dans le système d'approvisionnement des intrants agricoles essentiels à la production alimentaire, afin de permettre aux services déconcentrés de l'administration agricole d'assurer un suivi de proximité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé le 20 juin 2024 à la remise de matériel roulant. Ce sont 31 véhicules de type 4x4 et 191 motos qui ont été remis pour des services plus opérationnels sur le terrain. Les véhicules et les motos permettront non seulement de collecter et d'alimenter la base du système de suivi et évaluation, mais aussi de suivre les distributions, d'apprécier l'évolution des cultures et de conseiller les bénéficiaires. Selon le ministre de l'Agriculture, Kobena Adjoumani, le programme de production alimentaire d'urgence devrait permettre de produire 73 000 hectares de manioc, 61 930 tonnes d'engrais et 39 353 tonnes d'urée. À noter que le niveau national de la production vivrière est passé de 20,3 millions de tonnes en 2022 à 22,3 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 10%. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise des véhicules aux directeurs régionaux de l'agriculture, acquis dans le cadre du programme de production alimentaire d'urgence de POSI, cofinancé par le groupe de la Banque africaine de développement, dont le coût est estimé à 174 millions d'unités de compte, soit 144 milliards de francs CFA. Le financement du programme est assuré par un prêt FAD d'un montant de 120 millions d'unités de compte et d'un prêt de la JICA à hauteur de 54 millions d'unités de compte. Approuvé en 2022, le programme de production alimentaire d'urgence s'inscrit dans le cadre de la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence initiée par la Banque africaine de développement. D'un coût global de 161 millions de dollars, il permettra d'amortir l'impact des chocs exogènes, de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de façon spécifique de réduire les importations des produits alimentaires de base. Pour répondre aux questions de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, la CEDEAO mise sur sa stratégie et son plan d'action genre 2020-2030 dans le cadre des programmes du genre. Elle a lancé son centre pour le développement dans ce domaine le 21 juin dernier à Abidjan. Ces programmes définis sur 4 volets visent à fournir un soutien technique, financier et médical aux femmes, aux hommes, aux jeunes, mais aussi aux enfants. Les détails de Marie-Roger Okwa. Les programmes genre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont officiellement lancés. La cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est tenue le 21 juin 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Initiative du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CCDG, ce programme à 4 volets s'inscrit dans le cadre de la stratégie et le plan d'action genre 2020-2030 de l'institution pour la réduction des risques de catastrophes sensibles au genre. La création du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, que j'ai l'honneur de diriger, résulte d'une volonté politique et d'une aspiration commune pour combattre les inégalités sociales et de genre qui entravent le développement socio-économique de notre région. Les programmes genre de la CEDEAO visent à fournir un soutien technique, financier et médical aux femmes, aux hommes et aux jeunes. Les différentes phases de ce programme sont notamment un programme d'appui médical et financier aux femmes souffrant de la fistule obstétricale, l'appui à la promotion des filles dans le secteur de la formation spécialisée, l'appui technique et financier aux femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux. Enfin, le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole qui vise à faciliter l'autonomisation des femmes. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'engage pleinement à soutenir et à promouvoir les programmes genre de la CEDEAO. C'est une certitude au vu de l'engagement de notre président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre et chef du gouvernement qui accorde une place de choix à la femme dans sa politique gouvernementale. Il est à noter que la Côte d'Ivoire s'illustre parfaitement dans la promotion et la valorisation du genre.
Au cours des 15 dernières années, le pays a enregistré des progrès significatifs concernant la promotion et la protection des droits des femmes, notamment avec un taux brut de scolarisation de la jeune fille qui a atteint 99,93% en 2017-2018 contre 89,60% en 2013-2014. Maruska Mukenge, de son vrai nom de scène Maruska la slameuse, est originaire de la République du Congo et les directrices du Festival international Slam Move, Ilimbi, qui signifie empreinte, et son dernier album, un album de 14 titres dont Ngongwani, Je suis Maruska, j'irai au Congo. L'artiste y aborde des thèmes comme la dot ou le suivisme. Elle chante dans sa langue maternelle, mais aussi en français. Elle adopte un cocktail de genres musicaux dont la rumba congolaise. Maruska, la slameuse, est l'invitée de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'invitation. Ilimbi est votre dernier album. De quoi parle cet album? Ilimbi est un cocktail de mots, d'émotions qui vise à parler de nos cultures, de nos réalités, sur des thématiques parfois sensibles, telles que la question de la dot aujourd'hui, en tout cas ce qu'elle est devenue, l'amour, le partage, le suivisme, la question du genre avec le titre Nsoko, la condition féminine, donc par la même occasion. On parle aussi d'éphémère, de ce que cette vie au final ne coûte rien, on vient, on grandit et on meurt. Ça parle aussi de comment est-ce que moi, en tant qu'Africaine, je me positionne dans cette histoire de l'Afrique qui est narrée tantôt d'une manière positive, tantôt négative. C'est en fait ce cocktail de messages qu'on souhaite partager au public et dans lequel on essaie de s'identifier. Vous êtes en tournée internationale pour faire connaître cet album au grand public. Pourquoi c'est important pour vous de partager ce projet en dehors du Congo ? Déjà, c'est important de partager ce projet en dehors du Congo parce qu'on vise à faire connaître nos slams au-delà de nos frontières, mais aussi parce que les sujets qu'on aborde sont des sujets universels. Par contre, dans le titre « J'irai au Congo », par exemple, on essaie de vendre la destination Congo, non pas qu'aux Congolais qui vivent au Congo, mais même à ceux de la diaspora et même aux non-Congolais. D'où l'intérêt de pouvoir l'internationaliser afin de pouvoir permettre aux gens de découvrir le Congo dans sa sphère culturelle et artistique. Ngongwani est un titre phare de votre album. De quoi parle cette chanson? Ngongwani, c'est en langue lari, une très belle langue congolaise qui signifie « je refuse ». Et dans ce morceau, nous refusons les mariages forcés, nous refusons les stéréotypes, nous refusons parce qu'on est une femme, qu'on nous conditionne dans une certaine démarche de vie, dans le sens du choix de notre partenaire de vie. Ngongwani, c'est cette invitation à aimer en fait le partenaire de sa vie, peu importe les ragots de la société. C'est aussi une manière pour nous de pouvoir vendre les rythmes congolais, parce que c'est chanté en français, en lari, Monsieur de Kibourkiri, de montrer aussi qu'au-delà de la rumba, on a d'autres styles de sonorités qu'on peut bien vendre au monde. C'est important de porter la voix des femmes. Très important parce que déjà, ma condition féminine me pousse à parler de notre quotidien, de nos défis, de nos challenges, mais pas dans la posture de celle qui se plaint, pas dans la posture de toujours celle qui voit le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein, pour inciter aussi mes jeunes sœurs qui vivent dans des conditions compliquées, de leur faire comprendre que même au milieu de la boule, la rose peut éclore, et qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, de les inciter à pouvoir se relever, parce que nous vivons dans des sociétés où on n'apprend pas aux femmes à rêver grand, on n'apprend pas aux femmes à vivre de manière indépendante, on nous fait grandir pour devenir les Madame XY, et c'est important pour moi en tant que femme de dire à ces femmes-là, à ces jeunes sœurs-là que être la femme de quelqu'un n'est pas un métier, n'est pas une fin en soi, tu peux garder ta personne. Le fait d'être célibataire, ne pas se marier, n'est pas une prison, sinon une malédiction. Donc c'est un peu de permettre à la femme de pouvoir se libérer. Et en tant qu'artiste, justement, c'est important de porter cette voix féminine. Vous portez la voix des femmes, mais aussi la voix de l'Afrique, parce que le panafricanisme est un thème central aussi dans votre création. Pourquoi c'est important pour vous de parler pour les sans-voix ?
Déjà, en tant qu'héritière de Mama Ngunga Kimpa Vita, en tant qu'Africaine, il est important d'apporter sa pierre à l'édifice de l'humanité, mais surtout de réinterroger nos imaginaires, de questionner notre histoire et de se dire que nous ne devons pas juste subir l'histoire, mais contribuer à l'écriture de cette histoire-là. Donc, par là, c'est important pour moi de parler panafricanisme parce que je pense que l'émergence de ce continent ne viendra pas d'autres personnes si ce n'est que les Africains. Et c'est important pour nous de pouvoir porter la voix de nos aînés qui se sont battus pour justement cette libéralisation de l'Afrique, mais aussi d'être cette relève-là qui a conscience de son histoire, qui a conscience des challenges à venir parce qu'aujourd'hui, tout se jouera en Afrique. L'avenir se joue en Afrique. Et c'est important que nous-mêmes, les Africaines, les Africains, que nous en soyons conscients et prêts pour ne pas que demain, qu'on dise encore qu'on est en train de subir l'histoire. C'est important déjà de libérer les mentalités afin que demain, qu'on soit acteur du changement et non pas que là à subir en fait l'histoire. Vous défendez l'Afrique, mais vous chantez aussi l'Afrique. Pouvez-vous nous chanter l'Afrique ? De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à Césaire ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sous nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se révéler, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mama Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpa Vita, la prophétesse, sur les savoirs des prouesses d'Alama Bankou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni la Boutanti. Avec l'audace de Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi. Rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil en lutte et l'apartheid écrasé par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à l'Ankroma Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres. Si je mens, demandez au peuple mandingue. Voilà. Très bien. Vous avez parlé d'Alain Mbabakou. Vous avez une chanson qui parle de vers cassé, inspirée de ses œuvres. Exactement. Pourquoi c'était important pour vous de parler de lui dans votre art ? C'était important pour moi de parler d'Alain Mbabakou. Déjà parce que j'aime sa plume, j'aime son écriture, mais j'aime aussi sa manière de vendre positivement le Congo. J'aime sa manière de vanter le Congo-Brazzaville dans ses écritures, dans ses interviews. Et pour moi, Vers cassé, l'intituler comme ça, était un clin d'œil à son œuvre Vers cassé. Mais aussi, c'est pour dire, grand frère, il y a la relève. Et tes sœurs, tes frères sont contentes de recevoir ton savoir comme héritage. Et de se dire que oui, je suis fière d'être congolaise parce qu'il y a nos aînés qui font la fierté de ce pays tant béni. Vous êtes la directrice de Slam Move, un festival de slam qui fait la promotion non seulement du slam, mais aussi des artistes. Pourquoi c'était important pour vous d'initier ce projet, particulièrement pour le Congo, mais aussi pour le continent ? C'était important pour nous, comme le dit mon ami Zed Le Bon Ziavoula, parce que la nature a horreur du vide et qu'en tant que changement que nous voulons voir dans le monde, il est important de ne pas s'arrêter à juste se plaindre parce que les choses ne se font pas. On essaie de contribuer à ce que les choses avancent. Il y a des talentueux et talentueuses artistes slameurs et slameuses au Congo. On n'avait pas une plateforme dédiée au slam, une plateforme qui pouvait nous permettre de faire le pont entre les slams du Congo et ceux d'ailleurs. Donc on s'est dit qu'il fallait organiser un festival pour permettre à ce que les artistes congolais s'expriment, mais aussi être cette fenêtre ouverte au monde pour ces artistes-là qui veulent rencontrer les slams d'ailleurs. Donc, après qu'on ait organisé le festival Kokutanar, qui est le tout premier festival international de photographie d'auteurs au Congo, on a lancé le festival Slam Move avec l'association Slamouraï pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir s'exporter, s'exprimer, mais aussi se professionnaliser. Donc, la dernière édition, on a réuni 11 pays du monde, pour ne pas dire d'Afrique, au Congo. Le but, c'est de servir des ponts entre les arts et les artistes. Après Ilimbi, quels sont les prochains projets ?
Après Ilimbi, déjà ce 28 septembre, nous débarquons au Palais des Congrès. Ça sera la toute première fois que le slam s'exprime dans une aussi grande salle. Donc on est en train de travailler sur la réussite de ce spectacle. Et juste après, on va continuer la tournée Ilimbi, toujours dans le cadre de la promotion. Et une autre phase qui est très importante aussi, qu'on va révéler au moment venu, d'une autre version d'Ilimbi, mais cette fois-ci en mode recueil. Et on espère en tout cas que le public sera là pour partager ces moments avec nous. Merci Mariuska la slameuse d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes slameuse et directrice du festival Slam Move et Ilimbi est votre dernière production. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.